Troisième partie, prénommée innocence ou culpabilité, toujours en rapport avec l'interrogation de la domination de cet objet, tout droit sorti d'une fiction. Tout d'abord, j'aimerais, pour commencer, dire que ce n'est pas à moi de décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un individu, mais bel et bien la collectivité, en ayant tous les outils en main pour décider ensemble, peu importe la taille de celle-ci. Peut-être que cette analyse vous livrera quelques-uns de ces outils, mais je n'ai pas la prétention à ce que cela soit complet. Et pour assurer un minimum de validité à mon propos, il faut que celui-ci soit confronté, ce qui n'est le cas qu'à une très faible échelle actuellement, mis à part par la littérature. Je pense aussi avoir un esprit ouvert, mais je sors de mon chemin de créode. Après cette brève introduction, je commencerai donc par dire qu'il y a, avant que tout individu soit jugé, un principe clé qui s'applique et que vous connaissez sûrement déjà. La présomption d'innocence. Je partirai donc de ce principe, par principe moral. Ayant débuté une partie de ma réponse dans les deux précédentes, je vais toutefois vous rappeler ma pensée, ce texte y étant consacré, comme beaucoup d'ouvrages par le passé, non à ma pensée, évidemment. Il va donc être sacré, mais con, et je vais vous vaincre comme un con, ou tenter de vous convaincre. Cette dernière affirmation que je viens de faire, à savoir essayer de vous convaincre, est fausse. Je l'ai déjà dit dans un précédent texte, mais je le répète. J'encourage l'indépendance d'esprit. Ne me croyez pas, mais faites vos recherches, en allant vérifier auprès des sources disponibles, ce qui peut demander du temps, ou en me questionnant davantage sur l'origine de mes propos, quand je ne cite pas mes sources, comme plus tôt lorsque je parlais d'économie d'échelle apparue chez Ford au début des années 1920, sauf qu'il s'agissait là d'une évidence, qui n'est peut-être pas connue de toutes et tous. Certes, mais ce ne doit pas être source d'embarras, si tel est le cas. En fait, et je vais rapidement dévier de mon sujet. Je renvoie ici à une vidéo de David Loapre, qui traite d'un livre de Julia Galef, sur le fait de vouloir convaincre ceux ou celles ne partageant pas nos réalités, nous comportant comme des soldats attaquant ou défendant notre position, plutôt que d'agir en éclaireur. J'aurai, je ne sais encore trop quand, l'occasion d'écrire à propos de la cristallisation des opinions, phénomène qui prend de l'ampleur à ce jour. Je vais ainsi faire tout mon possible pour que ce texte soit con, et paradoxalement sacré. Non. Ce que je veux dire, c'est que ce texte va y être consacré à la présomption d'innocence de cette poignée-là, que l'on appelle élite, sans non plus chercher à nier leur part de responsabilité, grâce aux outils que je peux posséder, et qui sont honnêtement très minces, restant transparent avec vous. C'est cependant dans la quatrième et dernière partie qui s'appellera, ouvrez les guillemets, des géants ou des nains, de Bill Gates à BlackRock, que j'aurai le privilège, me le donnant à moi-même, de vous parler des plus grands acteurs financiers de ce monde. Vous pouvez penser tout de suite à Elon Musk, Jeff Bezos, la famille Desmarais au Québec, ou encore Bernard Arnault en France, pour n'en citer que très peu, mais en vérité ils ne pèsent rien face à des géants financiers comme BlackRock, que je viens de nommer, Vanguard ou State Street. Je vous parlerai donc d'eux, individus ou entreprises là, très prochainement, après d'ultérieures recherches qui ne devraient pas trop s'étendre dans le temps, mais assez déblatérer. Rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet de ce texte que je fais mon possible pour pondre, sauf que je ne suis pas une poule, et encore moins aux œufs d'or, mais bien un représentant de l'espèce humaine qui ne cherche pas à vous vendre du rêve, mais plutôt à vous transmettre, en toute humilité et sans jamais rien attendre en retour, autant d'outils que possible. Comme je viens de le dire, assez déblatéré. Dans cette question qui cherche à savoir s'ils sont coupables ou innocents, je pars donc, vous le rappelant, du principe de présomption d'innocence, par principe moral. Je disais également, dans les deux précédentes parties, qu'ils et elles sont dominés, comme chacun et chacune, par l'inconscient dont on peut néanmoins parfois prendre conscience. Ils ou elles, le plus souvent des hommes, n'ont pas choisi de voir le jour, et encore moins dans la haute société, avec tous les privilèges, qui n'en sont peut-être pas, que leur confère la possession d'un objet les surpassant tous, thème que j'aborde ici.
Je me suis plus longtemps attardé sur leur innocence que leur culpabilité, mais l'on va voir que rien n'est tout blanc, ni tout noir, et qu'ils, et plus rarement elles, ont tout de même une part de responsabilité. S'ils en sont à leur place aujourd'hui, c'est parce qu'ayant répliqué des codes plutôt que de chercher à les remettre en question. Ils se sont accaparés et ont interprété ces mythes-là, dont le principal, par son importance de nos jours, vous avez compris duquel je veux parler, je ne prendrai pas le temps de le nommer. Ils n'ont jamais cherché à aller s'en défaire, malgré que leur réussite implique de négliger autrui et l'environnement par leurs actes profondément nuisibles à nos vies et leurs espaces. En effet, rares sont celles et ceux qui, dans ce système qui est celui du libre marché et de la concurrence féroce, ont pour première préoccupation l'être humain et la nature, ce qui est toutefois de plus en plus observable, et je m'en réjouis. Mais nous sommes aussi à l'ère du greenwashing, et nous devrions être de plus en plus méfiants et méfiantes envers les personnes qui cherchent à nous dominer, l'État, dans sa forme actuelle, et les marques. Si l'on peut considérer qu'ils sont innocents, c'est parce que ce n'est pas eux qui les ont implantés, les mythes en lesquels nous croyons de moins en moins, car, commençant à nous affecter négativement. Malgré tout, je vais ici essayer d'explorer quelle pourrait être, en tant qu'être humain tout de même conscient, leur part de culpabilité en prenant divers exemples. Je commencerai par parler d'un individu qui s'est retrouvé dans le gouvernement de Donald Trump, mais qui dut se résigner un peu plus d'1 an après, face à la grogne sociale qui prenait de l'importance. Celui-ci fut PDG de 2006 à 2017 de l'entreprise ExxonMobil, toujours une des entreprises cotées le plus haut en bourse, malgré le scandale dévoilé en 2015, estimant, dans une lettre du 15 mai 1981, que, ouvrez les guillemets, il y a suffisamment de temps pour étudier le problème avant que des mesures de correction soient requises. Fermez les guillemets. Exxon, devenu plus tard ExxonMobil, décida de ne pas agir sur les changements climatiques, bien qu'étant bel et bien au courant dès 1979 avec l'American Petroleum Institute et qu'ils modifièrent leurs infrastructures en conséquence. Tillerson entra quant à lui dans l'entreprise en 1975. Était-il au courant de ce qu'il se tramait au-dessus de lui, au sein de la hiérarchie, à ce moment-là? On peut en douter, mais le fait qu'en 2006 il prenne la tête de l'entreprise, sans jamais l'avoir quittée en 2/3 de siècle, a sûrement fait en sorte qu'il fût mis dans la confidence. Ainsi, fort probablement à la lumière des événements, il décida de ne pas partager ce fait avec la population, probablement parce que craignant de mettre en jeu sa réputation et de perdre son statut. À la place, il fit ce qu'il y avait de plus simple, c'est-à-dire continuer comme si de rien n'était et garder le secret en toute connaissance de cause, ce qui est un facteur aggravant, si telle est bien la réalité. À présent, je vais vous parler de la personne que je connais le mieux dans l'univers, c'est-à-dire moi, Étienne, 23 ans, franco-québécois faisant partie, selon le Daily Mail, du 5%, mais 20% selon le patron de Boeing, du peu d'individus à avoir déjà pris l'avion, et plus d'une dizaine de fois. J'ai toujours connu un mode de vie assez spartiate pour un occidental né aux portes du XXIe siècle, mais je consomme encore des produits chinois de temps à autre, alors que je sais que ce n'est pas forcément le meilleur choix. Pour ma défense, tous mes appareils électroniques sont reconditionnés, ce qui toutefois n'a pas toujours été le cas. Serais-je reconnu coupable? À vous d'en décider. À présent, je vais vous parler de Manuel Micron. Manuel Micron est un personnage politique fictif avec sa femme Brigitta, âgée de 30 ans de plus que le petit Manuel. Dans sa vie privée, Manuel est soumis à son désir d'avoir plein d'argent pour pouvoir faire des cadeaux à sa dulcinée. C'est pour cela qu'avant il travaillait pour les banques. Maintenant il travaille pour Kinsey, une entreprise de conseil états-unienne. En somme, il a vendu son pays à des intérêts étrangers, aux dépens de sa population qui va finir,
pour cette dernière par se révolter une nouvelle fois, je l'espère. Mais laissons Manuel Micron dans son coin. Mon travail, je l'ai dit, ce n'est pas de chercher des coupables, mais plutôt de comprendre et de faire en sorte que ceux et celles ayant des intérêts autres que le bien commun de la population ne puissent être aux commandes et nous mener droit vers le gouffre. L'humanité mérite de vivre et de s'épanouir, et non d'être menée à l'anéantissement de la vie par des géants, ou des nains, qui n'en ont le plus vraisemblablement rien à faire, sujet de mon prochain texte. Je vais m'attarder sur certains d'eux et leurs pratiques, pour que l'on comprenne que c'est une mauvaise idée que de les laisser en poste, mais je ne les désignerai pas comme coupables. Ce serait un abus de pouvoir de ma part, et une perte de temps. Nous avons plus important à faire ensemble. À bientôt.